Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Eh bien, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, c'est une table ronde où on va vous parler de R2S et de ce cadre de référence dans le cadre de projets bâtimentaires. Et donc, je vais faire un sondage comme je vois que c'était les intervenants précédents ont fait un sondage. Qui d'entre vous connaît le cadre de référence R2S ? Personne. Bon, j'ai 2 slides pour vous l'expliquer. Voilà. J'ai 2 slides pour vous l'expliquer. Donc, tout d'abord, je me présente, je suis Alain Kergoat, je suis ici l'animateur de cette table ronde au titre de la SBA. Alors, deuxième question, qui connaît la SBA ? Ah, un peu plus, la Smart Building Alliance, voilà. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi donc Pascal Maire, le directeur immobilier de Crédit Agricole Alsace-Vosges. Bonjour, monsieur Maire. Et mon collègue Christian Rosier, le président de Urban Practice, et qui va vous parler d'un projet à Dijon, celui du campus ESTP ESEO. Et nous avions un 3e intervenant, David de Sablance, de Vinci Énergie, qui s'excuse. Il avait réservé, enfin, il pensait que c'était demain la conférence. Il s'est trompé de jour. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous. Voilà, donc on n'aura pas le témoignage de Vinci Énergie sur son projet lillois Wave. Mais on aura 2 très beaux projets avec 2 perspectives qui sont tout à fait complémentaires. Un maître d'ouvrage, monsieur Maire, pour le Crédit Agricole, qui est dans la phase initiale, quelque part, d'un nouveau projet bâtimentaire. Donc, la perspective de comment un maître d'ouvrage pense son projet bâtimentaire et comment il peut intégrer cette nouvelle dimension du volet Smart Building dans son ouvrage, dans son projet. Et puis, Christian Rosier nous fera un retour d'expérience sur un ouvrage qui, lui, a déjà été livré il y a maintenant près d'1 an et qui est donc déjà en mode opérationnel. Donc voilà, à 2 échelles de temps, très important lorsqu'on lance un projet, lorsqu'on réceptionne un projet, et dans les 2 cas, l'impact que peut avoir la nouvelle dimension Smart Building dans un projet. Alors, puisque je vois que R2S est méconnu, permettez-moi, au travers de 2 supports, de vous en dire 2 mots. Donc, R2S, c'est un cadre de référence qui a été initialisé par la SBA. Il y a maintenant les travaux ont commencé en 2015. Il a été porté par un certificateur qui s'appelle Certivea, pour un label donc du bâtiment connecté et communicant. La première version de ce label est sortie en juin 2018. Et puis, plus récemment, en juin 2022, donc cette année, une 2e version de R2S est parue, toujours portée par Certivea. Alors, qu'est-ce que c'est qu'R2S ? C'est un cadre de référence qui a pour objectif de donner un cadre de référence pour la qualité des infrastructures numériques d'un bâtiment voué à délivrer des services. Voilà, c'est ce qui marque le titre, mais c'est exactement ça la philosophie. Aujourd'hui, il existe beaucoup de labels en ce qui concerne le développement durable, les impacts énergétiques, l'impact développement durable, la qualité de vie au travail. Donc, il y a de nombreux labels qui existent. Il existait peu, ou à l'époque où on lançait pas du tout, le label pour signer la qualité numérique d'un ouvrage, pour cadrer la dimension Smart Building d'un ouvrage. Et donc, ce cadre de référence traite... Donc, c'est quoi la qualité d'une infrastructure numérique ? En 2 mots, c'est la qualité de son réseau de communication, de son infrastructure réseau,
D'une part, il faut savoir que dans un bâtiment, il n'y avait pas jusqu'à présent d'infrastructure réseau dédiée en propre à l'ensemble des systèmes techniques du bâtiment. Ces choses comblées avec R2S, premier élément. C'est de cadrer les interfaces de communication des systèmes techniques du bâtiment pour qu'ils puissent exposer leurs données sur la couche des services, qui est aujourd'hui très très compliqué, puisque le bâtiment est conçu dans des silos techniques assez étanches les uns par rapport aux autres. C'est d'assurer un certain niveau de cybersécurité à l'ensemble de ces systèmes, parce que évidemment, plus on met de systèmes connectés, plus le risque de se faire hacker devient important, et donc il est important de encadrer les dimensions de sécurité numérique de cet ensemble. C'est plus globalement des méthodes de pilotage projet où la brique numérique doit être intégrée dans le pilotage du projet. Et puis c'est in fine, bien entendu, la capacité à délivrer des services, à offrir une infrastructure technique au bâtiment qui soit souple et évolutive et qui permette non seulement de délivrer les services à la réception du bâtiment, mais au-delà de ça également d'accueillir dans le futur de nouveaux services qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas décrire au moment de la conception. Voilà tous les objectifs de R2S afin de accroître l'attractivité du projet bâtimentaire dans sa dimension immatérielle, la dimension qui est portée par les usages et donc les services qui servent ces usages. Pour ne pas être trop long et pour laisser la parole à M. Maire et à M. Rosier, pour vous donner un état des lieux de R2S aujourd'hui, il y a déjà plus d'une centaine de projets qui sont engagés dans ce cadre de référence aujourd'hui, qui représente plus d'1 million de mètres carrés au total. Il y a 70 demandes en cours, c'est-à-dire qu'on depuis début 2022, on assiste à une accélération. Certiva parle même d'un triplement des demandes autour de ce cadre de référence. Donc on sent une appétence du marché de prise en compte de ce volet numérique qui devient de plus en plus prégnant. Et ça concerne tout type de projet, puisque vous voyez là les statistiques. Alors bien entendu, en priorité pour les 2/3 des projets en neuf, ça va de soi. Il est plus facile de partir avec des bases sur le numérique lorsqu'on lance un projet neuf, mais bon, il y a aussi des projets en rénovation, un petit peu en exploitation. Ça concerne toute typologie, des campus. On va avoir le témoignage de Christian Rosier sur un campus universitaire, évidemment des bâtiments tertiaires, des bâtiments publics, voilà, tout type de bâtiments. Et puis tout type d'usage également. Voilà. Et donc c'est un label qui aujourd'hui est diffusé en France depuis maintenant 4 ans, qui démarre dans certains pays comme au Luxembourg, et puis d'autres pays là qui sont listés sur ce support de présentation. Voilà. Est-ce que vous connaissez maintenant R2S ? Sur le bout des doigts. Est-ce que vous êtes prêt à lancer un projet avec R2S ? Voilà, c'est bien. J'ai fait mon job. À vous, messieurs. Je vais accueillir monsieur Maire. Alors, attendez, on va défiler parce que je crois que les slides sont pas tout à fait dans le bon ordre. On a changé l'ordre. Je vais vous mettre vos slides et quand on sera sur... On est sur votre bâtiment. Voilà. Donc, monsieur Maire, le directeur immobilier de Crédit Agricole, c'est un bâtiment juste en face de la gare, un magnifique projet dont monsieur Maire va vous parler. Merci beaucoup, Alain. Donc, moi, je vais intervenir en tant que maître d'ouvrage. Donc, c'est pas moi qui va vous expliquer la technique. Monsieur Rosier, monsieur Kergoat connaissent les sujets. Moi, je vais vous expliquer plutôt la genèse, en fait, de notre réflexion dans la construction ou la reconstruction d'un nouveau siège pour une banque régionale qui est le Crédit Agricole Alsace-Vosges. Tout d'abord, un petit retour en arrière avant que ce soit complètement déconstruit. Le bâtiment qu'on occupait jusqu'à présent, c'est à peu près 10 000 mètres carrés. C'était composé de 3 bâtiments avec 3 historiques différents. Un bâtiment qui datait après-guerre, un bâtiment des années 70 et un bâtiment des années 90. Et on avait, donc c'est les 3 bâtiments que vous voyez sur la photo ABC. Et on avait aussi une réserve foncière qui était composée aussi de 3 bâtiments, un ancien garage, une ancienne ferme et un bâtiment de logement qui datait plutôt d'après-guerre, qui nous servait de réserve foncière dans cette future rénovation, mais que nous n'avions pas touché. Sachez également que notre siège, nous accueillons à peu près un peu moins de 400 collaborateurs. Et puis on avait un bâtiment qui était quand même vieillissant, ce qui nous a poussé à une réflexion de rénovation complète de cet espace immobilier.
La première réflexion au-delà de la rénovation, c'est de se dire, avant de définir un geste architectural, c'est qu'on a voulu surtout en faire un projet de transformation pour notre entreprise, notre caisse régionale, c'est comme ça qu'on l'appelle, et pour nos clients, nos collaborateurs et notre territoire. Donc on a décidé de s'appuyer sur des piliers. On s'est appuyé là sur une maîtrise d'ouvrage déléguée en l'image de Créa École Immobilier, qui nous a aidé en fait à construire cette faisabilité et cette programmation. Et on a défini 4 piliers, 4 principes de base sur lesquels on va construire notre futur bâtiment. On veut que le siège, ce soit un siège vitrine. Donc un siège vitrine qui rayonne sur notre territoire, sur notre environnement, sur notre quartier, mais qui soit aussi vitrine pour nos clients, qui soient fiers de ce bâtiment, qui soit vitrine aussi pour nos collaborateurs, dans une logique image de marque. On souhaite attirer des talents aussi par ce siège, mais aussi une utilité par rapport à notre environnement, par rapport à nos voisins hôteliers, à nos voisins commerçants. Ça, c'est l'utilité et la vitrine territoriale. On veut aussi que ce soit vitrine de notre savoir-faire. Donc, c'est là qu'on veut y mettre aussi un peu de techno. Et vous verrez que le lien avec R2S est tout tracé. Le deuxième axe, le deuxième pilier, c'est la communication et la collaboration. Donc là, c'est plutôt un pilier qui est destiné à l'organisation interne de l'entreprise. C'est comment la transformation d'un bâtiment, d'un immeuble, de bureau, un siège, doit permettre d'améliorer la performance globale de l'entreprise par une meilleure collaboration, une meilleure communication, une meilleure transversalité au niveau des équipes et donc une meilleure performance au final et une meilleure productivité. Le troisième pilier, c'est la modularité et l'ouverture. Donc là, on est plutôt sur le pilier du bâtiment. On ne veut pas faire un bâtiment pour les 5 ou les 10 prochaines années, on veut le faire pour les 50, voire même les 100 ans. Donc il doit s'adapter à l'évolution des besoins qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais il doit être donc modulaire, évolutif et pouvoir nous adapter à nos besoins d'organisation, de surface supplémentaire ou de réduction de surface. Et on doit pouvoir le moduler très rapidement. Et puis enfin, le dernier, mais qui n'est pas le last but not least, comme on dit, mais c'est l'éco-responsabilité. Et on ne veut pas faire du greenwashing. Sachez que la première étude de faisabilité a été lancée il y a 3 ans, il y a plus de 3 ans, en mai 2019. Donc déjà, à l'époque, on avait cet objectif d'éco-responsabilité. Et là, on se fixe un objectif d'éco-responsabilité sur 3 niveaux. L'éco-responsabilité du chantier. Donc on veut que le chantier soit éco-responsable. La construction, donc un bâtiment éco-responsable. Et ensuite, bien sûr, les usages. Donc, c'est un projet qui fait partie de notre projet sociétal d'entreprise. On a décidé de conserver notre bâtiment en place de la gare. Vous savez qu'on aurait pu s'installer pas très loin. D'ailleurs, c'est notre site provisoire où nous sommes au Wacken, au milieu de toutes les banques. Nous, on a décidé de rester tout simplement place de la gare, entre autres par rapport à une logique collaborateur, où 70% de nos collaborateurs viennent en mobilité douce, soit par le train et par le tram. Et donc, c'est un axe très important et primordial dans notre choix. Et puis, bien sûr, on veut reconstruire un bâtiment qui corresponde aux meilleurs standards du marché, un bâtiment d'un peu moins de 14 000 m², dont on occupera entre 50 et 60 et les 2/3, le reste sera destiné à de la location. Le bâtiment au meilleur standard, ça veut dire quoi? On s'est fixé comme objectif d'atteindre une triple certification environnementale, être un bâtiment qui soit Passive House, un bâtiment en consommation bas carbone et un bâtiment BREEAM de niveau excellent. Pour ce faire, on s'est fixé des objectifs et de conception, notamment bioclimatique, en associant un mix bois-béton avec des matériaux bas carbone. On veut travailler sur l'enveloppe pour qu'elle soit performante en termes d'isolation. On mettra de la végétalisation. En termes d'énergie, on veut qu'elle soit bien sûr renouvelable, avec de la géothermie. Alors, il faut savoir que le bâtiment actuel a près de 40 ans, voire même 50 ans. Donc, ça fait à peu près 40 ou 50 ans qu'on utilise déjà la géothermie. Donc, on veut poursuivre ce choix. Mais on va y ajouter, bien sûr, du photovoltaïque. Et puis, on veut, bien sûr, une gestion économe de l'eau, des déchets et puis de tous les usages du bâtiment. Je vous passe toutes les réglementations thermiques que vous connaissez mieux que moi, mais le bâtiment se veut aux dernières normes réglementaires, en tout cas la RE 2020. Et puis bien sûr, ça rentre pleinement dans le plan air, climat, énergie de l'Eurométropole de Strasbourg.
Pour ce faire, sachant que nous ne sommes pas sachants, on se fait accompagner systématiquement par des assistances à maîtrise d'ouvrage. Et nous avions là 2 AMO environnement, en tout cas qui vont nous accompagner tout au long du projet. Je viens de vous parler de la triple certification des performances environnementales, mais on s'est aussi fixé comme objectif d'être un bâtiment digital, smart building comme on dit, hein, R2S. Alors je ne sais plus si on peut parler de ce bâtiment R2S, mais en tout cas je pense qu'on le sera. Et là, n'étant pas sachant, on avait quand même l'idée dès le départ d'avoir un bâtiment qui puisse être complètement piloté et servir nos usages futurs. Alors quels usages ? On ne les connaissait pas à l'époque, ils se précisent au fil du temps, mais il est clair que dès le départ, nous avions dans l'idée d'avoir un bâtiment qui soit le plus automatisable possible, de façon à pouvoir le gérer le plus facilement possible, et qu'il ait un usage et un confort qui soit au niveau attendu par nos collaborateurs. Donc on est bien dans une expérience collaborateur que l'on veut rendre exceptionnelle. Et notre bâtiment connecté doit nous permettre d'atteindre cette expérience exceptionnelle. Donc, on veut un bâtiment, bien sûr, qui soit adapté à nos organisations du travail, nos organisations flexibles, mobiles, hein, avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui, que ce soit nos PC portables et nos smartphones, hein, et faire en sorte qu'on puisse intégrer au fur et à mesure de la technologie tous les usages futurs, existants et futurs qui arriveront dans les prochaines années. On veut bien sûr s'inscrire dans un bâtiment et dans une maintenance automatisée, hein, et la data doit nous permettre. Et puis bien sûr, cette data doit nous permettre aussi d'accompagner le pilier de modularité et d'évolutivité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a décidé de rentrer dans une logique smart building et d'intégrer ce smart building, ce bâtiment intelligent connecté dès la programmation. Et puis d'intégrer ça, alors ça c'est les spécialistes qui nous l'ont dit, mais on intègre ça dans une logique basse. J'avoue que je ne connaissais pas le terme. Mais en tout cas, il paraît que c'est comme ça qu'on appelle ce type de bâtiment. Le socle du smart building, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que l'on a intégré dès la programmation. L'exemple, c'est que dans le cahier des charges, qui faisait à peu près une 60aine de pages qu'on a retransmis aux architectes, à peu près 10%, en tout cas 6 pages étaient consacrées sur cette logique smart building. C'est pour vous montrer que c'est pas uniquement un point anecdotique, mais c'est quelque chose qu'on a inclus vraiment comme un axe important de notre projet. On se fait assister, bien sûr, par un AMO. Je veux dire, on n'est pas sachant et on considère que la maîtrise d'œuvre n'est pas forcément la plus spécialisée sur le sujet et on se fait accompagner spécifiquement par un AMO Smart Building, EBIM, qui a intégré bien sûr l'équipe projet. On sera en niveau R2S, cible 2 étoiles. Alors j'avoue que là, M. Rosé sera en capacité de vous expliquer ce que ça veut dire la cible 2 étoiles. Et puis bien sûr, on aura un système d'exploitation qui nous permettra de piloter tous les objets connectés. En tout cas, c'est comme ça que moi je vous le résume en termes de besoins. Et on vous a résumé un peu tous les usages que l'on voudrait couvrir par ce smart building. Je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez. Mais en tout cas, c'est quelque part une gestion automatisée de notre bâtiment. Pour terminer, alors même si on est à la moitié du gué, parce que notre bâtiment devrait être livré d'ici fin 2026, hein, on a commencé mi-2019, donc on est à peu près à la moitié du gué, donc il nous reste encore pas mal de chemin. Mais on a quelques petits retours d'expérience que l'on peut partager. C'est que tout d'abord, le smart building, on en est convaincu, c'est un projet en tant que tel. Donc si on veut avoir les bons résultats, il faut le conduire en tant que véritable projet, avec un AMO dédié sur le sujet. Donc il faut vraiment un sachant sur le sujet. Je rejoins ce que disait Alain Kergoat, et on est très très sensibilisé dans la banque sur la cybersécurité, parce que nous aussi, nous avons beaucoup de données, et en fait notre matière première dans la banque, c'est la data. Donc il est clair que la cybersécurité est le sujet primordial. Donc on va s'attacher à s'assurer que bien sûr toute la partie technologique soit sécuritairement conforme. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il est important d'acculturer tout le monde
Alors aujourd'hui, c'est une acculturation des équipes projets, la maîtrise d'œuvre, mais quelque part demain, on commence déjà à préparer les métiers de demain, notamment en tant que gestionnaire. Et on sait qu'on va créer de nouveaux métiers, notamment pour exploiter ce bâtiment, parce qu'aujourd'hui ces métiers n'existent pas chez nous, et il va falloir que on commence déjà à intégrer, à repérer les profils et à les former sur une nouvelle technologie que l'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc on a 3 ans pour le faire et ça va nous permettre de pouvoir bien appréhender cette gestion immobilière automatisée. Voilà ce qu'on peut dire avec 3 certitudes qui synthétisent un peu, et ce sera un peu ma conclusion, c'est que pour moi, le smart building, ça va être un levier d'acceptation qui va être très très fort pour nos collaborateurs. Vous savez que dans ces projets de transformation, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le vit, on vient de déménager nos 400 collaborateurs sur un site qui se trouve à 500 mètres d'ici, au Wacken, où on est passé de 10 000 mètres carrés à 4 000 mètres carrés. Mais on a réussi à faire passer le pied dans la chaussure, et je dirais de manière très satisfaisante, notamment grâce à un bon accompagnement, mais en testant quelques solutions de smart building. Et je vous donnerai un exemple. Par exemple, on a mis à disposition sur nos 4000 mètres carrés à peu près 60 salles de réunion, 60 salles de travail collectif, donc de 1 personne, 2, 3, jusqu'à 35 pour la plus grande. Et pour faciliter aussi ce changement, parce que à chaque fois on nous disait ouais mais ok vous nous mettez des salles mais elles sont jamais disponibles quand on en a besoin, c'est ce qui se passait auparavant. On a mis tout un système de détection de présence avec une gestion automatisée qui s'appelle Jouxter, vous connaissez peut-être, qui permet en fait à un collaborateur de réserver automatiquement sur son smartphone une salle. Et pour s'assurer que la salle n'est pas réservée et n'est pas occupée, il y a tout un système de détection de présence qui fait qu'au bout d'un quart d'heure, vous connaissez, je pense, dans ces bâtiments connectés, la réservation tombe, ce qui fait que les salles sont vraiment disponibles. Et ce qui permet aux collaborateurs de pouvoir travailler dans n'importe quel endroit avec ses collègues, soit d'être en espace purement collectif quand il doit travailler en collectif. S'il veut s'isoler, il peut réserver un bureau. Donc c'est un peu les premiers usages du smart building que l'on expérimente. Et bien sûr qu'on espère avoir d'autres usages sur le bâtiment et la technique nous le permettra, j'en suis certain. Voilà un peu le témoignage qu'on voulait vous apporter. Je vous remets ici un peu les grands jalons de notre projet, sachant que je vous dis on a commencé en 2019. Et puis je peux vous présenter quelques visuels de notre futur siège qui se retrouve en face de la gare. Avec le projet lauréat qui a été retenu, c'est le cabinet d'architectes Denues et Paradon. Donc avec une entrée qui sera place de la gare, vous voyez le symbole Crédit Agricole, donc ce sera l'entrée principale. Sur l'entrée des occupants, en tout cas de la partie louée, sera sur la partie gauche en arrivant. Ici, on rentrera dans un espace qui sera en fait une grande place du village complètement transversante, de la place de la gare jusqu'à la rue Déserte pour ceux qui connaissent. Donc toute hauteur, sur la hauteur du bâtiment qui fait 6 étages. Donc avec une structure bois-béton, mais là essentiellement bois et végétalisé. On aura un auditorium de 260 places qui sera découpable en 3. Donc cette logique de modularité, c'est-à-dire on pourra accueillir 260 personnes dans cet auditorium, mais on sera capable de tenir 3 réunions quelque part de 70-80 personnes. Et puis avec une vision, pour finir, des espaces de travail, mais qui sont là des espaces de travail assez traditionnels dans un bureau tertiaire. Merci, Monsieur Maire. Avez-vous quelques questions ? On va prendre quelques questions pour Monsieur Maire sur le projet Crédit Agricole avant de passer au deuxième témoignage. Quels sont les métiers d'avenir que vous aurez à créer pour pouvoir gérer cet ensemble ? Alors pour l'instant, on envisage en fait des métiers de gestion du bâtiment, mais dans une logique gestion automatisée du bâtiment. Aujourd'hui, nous savons gérer un bâtiment, mais je dirais assez manuellement, comme toute équipe logistique. Demain, on voit que dans nos profils qui sont essentiellement techniques immobilières, on va devoir avoir des profils qui soient plutôt techniques informatiques pour être capable de maîtriser la donnée, maîtriser les outils, en tout cas les outils de pilotage dont on aura à notre disposition. Donc c'est plutôt vers ces métiers-là qu'on envisage de créer dans les années à venir, quoi. Donc plutôt des profils techniciens informatiques et immobiliers.
qui n'existent pas chez nous. Nous, on a soit des informaticiens, soit des spécialistes de l'immobilier, mais pas les deux. Les profils hybrides. Profil hybride. Une autre question? Quel est le surcoût, si vous avez estimé le coût du bâtiment par rapport à des constructions plus classiques ou des programmes immobiliers plus standards? Alors, on n'a pas fait une approche en termes de qu'est-ce que ça me coûterait auparavant et combien ça va me coûter demain. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire en gros ce que ça va nous coûter de manière générale, parce qu'en plus, on l'a rendu public. C'est un peu une enveloppe aujourd'hui d'à peu près de 60 millions d'euros. Mais tout compris, c'est-à-dire pour la constitution d'un siège, son équipement, son aménagement intérieur, l'équipement technologique qui va avec. Je n'ai pas fait le calcul, mais vous pouvez faire la division. Il y a à peu près 14 000 mètres carrés, vous avez 60 millions, toute taxe, j'entends. Parce que vous raisonnez peut-être hors taxe. Une dernière question, avant de passer au deuxième témoignage. Non, bon, on aura toujours la possibilité de reposer des questions à la fin de la session. Merci, monsieur le maire. Moi, je retiens donc le smart building. Il faut le prendre au début. Il faut s'entourer des bonnes compétences. C'est au service de votre ambition environnementale et aussi au service des usages de vos occupants. Voilà, en résumé. Monsieur Rosier. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, Christian Rosier, de la société Urban Practice. On a créé quelque part un métier qui n'existait pas en 2016. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le smart building. Moi, je suis un des acteurs aussi historiques de cette association SBA. On a créé ce métier parce qu'on était convaincus, j'étais convaincu qu'il y allait avoir un tsunami et que le digital, il allait énerver n'importe quel secteur, y compris l'immobilier. Aujourd'hui, tout me laisse à penser que ça ne cesse de s'accélérer. Voilà. Et donc, on ne pouvait pas imaginer, nous, que cette transformation, elle n'allait pas profondément bouleverser nos métiers, qu'il fallait sans doute travailler sur ce sujet-là. Donc, on a créé Urban Practice autour de ça. Et au départ, il n'y avait pas de référentiel, il n'y avait rien. Voilà. On travaille de partout en France sur n'importe quel type de projet, des petits, des gros, de la rénovation, des projets très emblématiques des sièges sociaux, mais pas que, des petits projets avec des acteurs, bailleurs sociaux, etc. Le projet dont je vais vous parler, c'est un projet Campus on Dijon, qui est donc géographiquement au cœur du campus de Dijon, et qui est un bâtiment neuf de 10 000 mètres carrés, qui va accueillir, vous avez l'image, hein. Alors c'est une image, j'aurais pu prendre des photos parce que il existe, il y a des étudiants dedans, ils vivent dedans. C'est un bâtiment qui accueille en fait deux écoles, le STP et le ZEO. Le ZEO qui est une école du numérique d'Angers, qui vient créer sur la Bourgogne-Franche-Comté une succursale quelque part, et de la même manière le STP dans sa stratégie de déploiement qui crée une succursale. Petit aparté quand même, j'ai rencontré il y a 15 jours le directeur d'innovation de l'ESTP, qui est quand même en France une grande école qui forme à des ingénieurs dans le bâtiment. Quand je regarde toute la stratégie d'innovation de l'ESTP, 70% des programmes d'innovation est lié au numérique. En fait, ils sont en train de profondément revoir et revisiter la manière dont les ingénieurs qui étaient juste après des ingénieurs qui formaient dans le bâtiment vont être des ingénieurs qui vont toujours former le bâtiment, mais avec une vision très transverse sur le digital. Donc ce bâtiment va être aussi un terrain de jeu pour ces ingénieurs. Voilà. Et donc nous avions une mission qui était de penser, d'imaginer ce bâtiment avec un enjeu pour Vinci, qui est le mandataire d'un groupement lauréat, parce qu'il a un mandat sur une conception, réalisation maintenant sur 15 ans, avec un enjeu énergétique et d'exploitation très exigeant. Ce bâtiment est R2S 3 étoiles. Je reviendrai un petit peu dans le R2S dans mon déroulé, vous allez le voir. C'est le plus haut niveau de certification d'un bâtiment en conception. Donc là, on peut considérer que, et on est très fiers parce qu'aujourd'hui, c'est dans les 100 projets dont a parlé Alain, c'est aujourd'hui le projet qui a le plus haut niveau et qui même en termes de notes obtenues a le plus haut niveau. Voilà. Alors,
Notre sujet, finalement, le smart building, on l'a traité sous différentes approches, 4 grandes approches. Une approche, et M. Maire a insisté, et je vais ne faire que réinsister dessus, on ne met pas du smart ou du numérique pour se faire plaisir, ça n'a pas de sens. On vient implémenter une stratégie smart building parce qu'on est là pour amener des perspectives en termes de services, que ce soit pour les collaborateurs, tout à l'heure on parlait de banque, là ce sont des étudiants, ce sont des profs, c'est la collectivité qui utilise ces locaux, mais aussi pour le gestionnaire, l'exploitant, etc. Donc ça c'est une première dimension servicielle. Il y a une dimension qui est, et je terminerai par ça à la fin, Dijon a une stratégie sur la ville digitale. Elle a mis en place, la collectivité de Dijon a mis en place une très grosse plateforme, On Dijon, qui est une plateforme de consolidation des données à l'échelle du territoire. Et donc, ce projet s'inscrit dans la capacité de demain de communiquer avec le territoire. Il y a une approche méthodologique et puis il y a une approche technique, parce qu'il y a toujours une face cachée de l'iceberg, et je vais présenter aussi un peu cette face cachée de l'iceberg. Je vais même commencer un peu par ça, volontairement, et je terminerai plus sur les services. Alain, tout à l'heure, parlait de R2S. Alors moi, je vais vous présenter avec 2 slides, une première qui est un arbre. Ça, c'est ce que je présente à des élus, à des gardiens d'immeubles, à n'importe qui, d'accord ? Parce que globalement, c'est à peu près universel dans sa mode de présentation. L'idée, c'est de se dire, dans un arbre, on a des racines qui représentent tous les capteurs, les actionneurs qu'on a sur un bâtiment, et qui potentiellement sont capables de recevoir de la donnée ou d'en émettre. Je suis un capteur de température, j'envoie de la donnée, je suis un brise-soleil orientable, je suis capable de piloter un moteur. Donc c'est ces racines. Et l'idée du smart building et du R2S, vous avez le logo là-bas, c'est de concevoir une architecture qui va faire converger toutes ces racines dans un tronc d'arbre unique, qui sera une propriété immobilière. On est en train de construire un actif immobilier qui est dédié au service du bâtiment. C'est pas le digital des écoles et des élèves ou le digital des collaborateurs de la banque, c'est bien le digital du bâtiment. Et donc l'idée, c'est de faire converger ça. Et puis vous avez au-dessus des branches. Et les branches, ça représente les services. Et l'idée du smart building et du R2S, c'est de permettre à ce que les données qui vont transiter dans ce tronc d'arbre, mutualisées, innervent des services. Et les services, comme vous le voyez, à l'image d'un arbre, au départ, quand je vais livrer mon bâtiment, j'ai une vision de mes services, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et le monde bouge, il bouge très vite. Et on voit bien qu'avec, vous voyez tous les jours, de l'innovation dans le software, dans la capacité qu'on a, elle est énorme. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir libérer des données, les mettre à disposition de manière gérée, contrôlée, etc., pour qu'on puisse faire en sorte que le bâtiment devienne une plateforme de service. Et j'ai mis un petit... donc cette colonne, en fait, c'est un réseau fédérateur, IP, Internet Protocol, et là, on fait vraiment basculer le monde du bâtiment qui était un peu traditionnel, son réseau GTB, etc., vers un bâtiment qui devient un bâtiment où l'infrastructure elle est numérique. Et j'ai mis un boss là, c'est un orchestrateur de données temps réel. Voilà, j'y reviendrai. Là, de manière un peu plus technique, mais volontairement, je vous fais le parallèle. Vous avez ces 3 couches. En bleu, tous les capteurs, les actionneurs, qui font converger en orange dans une infrastructure et qui va mettre à disposition tout un tas de services. Et sur le bâtiment de Dijon, vous voyez, on commence à avoir un certain nombre de services, et je vais revenir dessus. Il y a énormément d'exigences, et concevoir un bâtiment comme ça, c'est concevoir la convergence de la donnée. C'est imposer à ce que le bâtiment soit pensé comme ça. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, on raisonne contrôle d'accès, borne de recharge, gestion optimisée des espaces, énergie, etc., etc. Et en fait, souvent, ces services, ils sont pensés d'une manière un peu verticalisée. Si on veut un parcours utilisateur intéressant demain, que moi, qui suis étudiant, je puisse, parce que c'est l'objectif du campus, réserver avec mes copains, parce que j'ai un groupe projet, une salle de réunion, mais faire venir un prof qui va venir de tel endroit et en même temps lui réserver une place de parking,
il faut que tout ça, je puisse le faire de manière facile. Et en même temps d'avoir du contrôle d'accès sur le bâtiment, il faut que je puisse le faire de manière facile. Et ça, c'est la promesse qu'on fait sur ce bâtiment. C'est essentiel. Donc là, je vous ai parlé de technique, et je vais passer sur le second volet, qui est plus sur la vision d'usage. Donc nous, on a imaginé une plateforme de service qui est évolutive, un peu à l'image de mes branches d'arbres. Hein. Et là, comme un jeu de Lego, on a dit, on va mettre les premières briques du Lego, parce que celles-ci, a priori, on comprend que c'est des briques dont vous avez envie, la gestion des espaces, la gestion des incidents, et puis vous allez pouvoir rajouter des briques à ce Lego. Et on a pensé l'organisation et le suivi du projet sur les services de cette manière-là. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a managé, on a animé des ateliers qui étaient avec les utilisateurs finaux. Alors, quand vous avez des utilisateurs finaux, c'est bien. Quand vous ne les avez pas, on fait 100 et on peut déployer certains services et on pourra les accompagner en post-livraison. Et ça s'est fait en 4 temps. Des temps d'atelier avec de l'immersion, définition des besoins, de l'idéation et du prototypage. On a eu autour de nous des étudiants qui vivaient des bâtiments et qui disaient « ce qu'on aimerait, c'est ça ». Les directeurs des écoles, ESTP, qui disaient « ce qu'on aimerait, c'est ça ». La ville de Dijon qui disait « ce bâtiment, on en est gestionnaire, on veut l'utiliser aussi pour telle fonction, etc. etc. ». Et quand vous réunissez ça, on s'aperçoit qu'on est capable, on dresse le champ des possibles et des perspectives, puis au final, on resserre la maille, parce qu'il y a toujours une logique de priorisation. Et la priorisation première, et qui n'était pas du tout anodine, c'est d'arriver à synchroniser des espaces partagés avec 2 écoles qui n'ont pas l'habitude de fonctionner ensemble, avec un corps enseignant qui avait l'habitude de dire « moi je fais un planning qui est le mien, les élèves on verra bien ». Et là l'idée c'est on redistribue les cartes. On dit il y a des plannings d'école qui ne sont pas les mêmes, on va voir comment on peut les synchroniser avec une gestion et un suivi d'occupation en temps réel de ces espaces, et avec des élèves à qui on va donner la possibilité d'accéder à ces espaces, avec une logique d'occupation qui, dans l'absolu, irait 24/24, 7 jours sur 7. Ouvrir le taux d'utilisation. Et le ZEO et le STP sont convaincus que l'attractivité qu'ils vont donner demain aux ingénieurs qui veulent former va être aussi dans la capacité d'offrir cette capacité d'ouvrir le bâtiment, mais d'une manière gérée. D'accord ? Gérer, ça veut dire que si je réserve à 4 étudiants qui sont dans un groupe projet ou 10 étudiants qui font le club musique et qui doivent venir le samedi matin, le dimanche soir ou le vendredi soir faire une fête, se réunir, il va falloir qu'on le gère avec des droits d'accès, etc., etc. Avec une logique, c'est de se dire, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que je m'autorise et qu'est-ce que je ne m'autorise pas, etc., etc. Et ça, on voit bien qu'on commence petit à petit, quand on construit ces scénarios, on ne sait pas le faire si le bâtiment il n'est pas capable de discuter, communiquer et de rassembler des visions très verticales qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on a travaillé là-dessus et ça se traduit au final par une des couches de mon tronc d'arbre, c'est un environnement applicatif qui a été... On est allé chercher une start-up qui avait une partie du socle d'une application, et puis avec eux, on a développé, ça faisait partie du cahier des charges, d'autres briques autour de ça. Donc un certain nombre de fonctions, du contrôle d'accès, j'ai dit réservation des espaces, un plan interactif du campus, parce qu'on a une maquette numérique et l'idée c'est de pouvoir aussi géocontextualiser de la donnée, etc., etc. Bon, là, vous avez des illustrations, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je parlais d'exploitants, enjeu du mainteneur, enjeu de contrat de performance énergétique, enjeu de coût d'exploitation sur 15 ans. Important. L'exploitant, Vinci Facilities, voilà la kyrielle d'outils qu'il a à disposition de son côté. Lui, habituellement, il n'est pas capable de mettre à disposition pleinement ses outils parce qu'en fait, il ne sait pas se connecter correctement à son bâtiment. Là, mon tronc d'arbre, mon boss, tous ces outils, on est capable de faire en sorte qu'ils se connectent. Demain, Vinci Facility résilie ou le maître d'ouvrage résilie son contrat, il va avec un autre, Dalkia,
Dalkia peut venir avec sa carrière d'outils et se reconnecter quasiment plug and play sur le bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez le pas qu'on est en train de franchir. Et là, on est en train d'avoir un pilotage et un tableau de port énergétique, qui est un outil dédié chez Vinci Facilities, un hyperviseur multi-usage pour suivi de la performance des installations, une GMAO qui est propre, un référentiel géocontextualisé des données et tout le contrôle et suivi de la management et de la qualité de la donnée. Voilà. En lien aussi avec la plateforme des usagers. Et l'envers du décor de ça ressemble un peu plus à ça, voilà. C'est pour vous montrer qu'en fait, on commence à aller un peu dans des sujets qui sont un peu plus digitaux. On est sur des infrastructures où on montre que les données elles vont se croiser. Et pour illustrer, voilà, ce type d'outils qui sont aujourd'hui connectés sur le bâtiment, voilà. Mais à la limite, peu importe la couleur, le design de ces outils, ce que vous voyez, c'est que vous avez aussi des outils qui utilisent la maquette. Hein. Je peux révéler des couleurs par des jeux de couleurs, des sujets de qualité de l'air, des sujets de ventilation, des défauts, de la performance, de la température. Voilà. Et je vais bientôt terminer sur mon propos. Un projet comme ça, c'est pas simplement le fait de le décréter en amont, il faut l'accompagner. La maturité des acteurs, de tous les acteurs de la chaîne, elle est là où elle en est aujourd'hui. Elle évoluera dans les années qui viennent, je suis confiant là-dessus, mais elle a besoin d'être accompagnée. Nous, sur ce projet-là, on a eu un rôle qui était à la fois de pédagogie vis-à-vis du maître d'ouvrage, un rôle de pédagogie pour l'ensemble de la chaîne de conception, maîtrise d'œuvre et l'ensemble des entreprises. Au même titre que la data est transverse, notre rôle était transverse. Parce que une façade qui est communicante. Par exemple, là, on a sur le bâtiment, on n'a pas des stores électriques, mais on a une partie de la façade qui est avec du verre électrochrome, hein, qui est piloté. Bah, si on veut de l'intelligence sur ce verre électrochrome, il faut qu'on puisse le piloter de manière centralisée. Parce que si on laisse faire Saint-Gobain, il vient avec son verre électrochrome, qui est très intéressant, mais il vient avec son propre software. Or, moi, je m'en fous de son software. Parce que ce que je veux, c'est que son software, il soit capable de discuter avec l'ensemble du système qui va piloter énergétiquement le bâtiment. Sinon, finalement, on a deux mondes qui cohabitent, mais en fait, qui cohabitent très mal. Et donc, l'approche, c'est d'imposer à toute la chaîne de valeur, conception, réalisation, entreprise, le fait qu'à un moment donné, on va leur imposer que les systèmes communiquent. C'est laborieux, c'est compliqué, je ne peux pas vous le dire autrement, mais ça se fait. Et plus ça va, plus ça se fait. Et on le fait bien. Et donc, ça veut dire qu'il faut énormément de réunions de coordination, en particulier quand on bascule dans la phase réalisation, où très clairement, cet accompagnement, il est nécessaire pour construire ce qu'on veut, ce vers quoi on veut. Moi, je pense que là, on a mis en place un bâtiment dans lequel on n'est pas arrivé jusqu'à nos fins. Hein, c'est-à-dire que les bâtiments sur lesquels on travaille aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller vers des réceptions amont du bâtiment et utiliser le numérique pour, parler tout à l'heure de commissioning, commissionner le bâtiment. Parce que je peux vous dire que je viens de faire une réception d'un bâtiment sur Lyon de 20 000 m². Bah, c'était sympa, on a mis en place une infrastructure R2S 2 étoiles, un boss. Et ben, je vous garantis que le nombre de data qui ne remontait pas, personne ne disait rien, personne ne voyait rien. C'est l'approche du management de la data qui nous a mis le doigt sur le fait qu'on était un peu dans le cirage. Voilà. Et donc, c'est très intéressant aussi d'utiliser ça. Voilà. Et j'avais dit que je terminais par cette slide. Bon, là, c'est plusieurs projets. Il se trouve qu'on fait plusieurs projets sur Dijon. Logement social à gauche, des écoles en rénovation, des petits bâtiments, écoles de 800 m². Donc, tous ont une stratégie mise en place d'une épine dorsale digitale R2S. On a mis des boss, parce qu'on a décidé de mettre en place des boss, donc un orchestrateur de données en haut de mon tronc d'arbre, pour se souvenir de ça. Et ce que vous voyez, et c'est ça que j'aime bien sur cette slide, c'est qu'il y a deux projets qui rentrent dans une expérimentation qui est un projet européen H2020 sur les districts à énergie positive, où toutes les données vont remonter dans la plateforme d'EDF pour piloter énergétiquement un quartier. Et comme on a mis une infrastructure, on est capable de discuter avec cette plateforme. Et on va remonter des données aussi directement vers la plateforme On Dijon, les données que la plateforme On Dijon souhaite avoir.
dans des perspectives qui peuvent être des perspectives d'énergie, des perspectives de mobilité, et des perspectives aussi, dans le cas d'On-Dijon, de sécurité. En temps réel, la plateforme On-Dijon, qui est un PC de sécurité de la ville, va être capable de savoir s'il y a un problème, déclenchement d'alerte feu, etc. sur ce bâtiment. Voilà, j'en ai terminé. Merci Christian, merci pour ce témoignage. Des questions pour Christian Rosier avant qu'on ne libère la salle. Oui, monsieur, je vous donne le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Au niveau des communications entre les différents systèmes, dans le BIM, nous avons effectivement donc OpenBIM, qui est donc le langage effectivement IFC, qui est donc commun à tous les pratiquants BIM. Mais là, dans RDS, pour que Saint-Gomet puisse communiquer avec vos propres outils, quel est le protocole commun qui a été établi pour les communications entre les différents systèmes? En fait, sans rentrer trop dans le détail, on fait en sorte que soit un équipement il est capable nativement de communiquer en IP Internet Protocol, soit il n'est pas capable. Et s'il n'est pas capable, on va construire une infrastructure qui, au final, nous permettra de récupérer des données dans ce tronc d'arbre qui, lui, qui est sur une approche dans un protocole IP, d'accord ? Internet Protocol. Donc, voilà. Donc, on n'est pas là à dire tout doit être nativement en capacité de communiquer en IP, parce que c'est pas vrai. C'est pas le monde d'aujourd'hui. Ça sera peut-être le monde d'après-demain. J'en sais rien. Et donc, on est dans une stratégie qui est grise sur un certain nombre de niveaux. Ce qu'on impose surtout, c'est qu'à des endroits très stratégiques, on impose à ce qu'on ait des API qui sont finalement le dictionnaire pour qu'un programmeur puisse accéder à la donnée du software, d'accord, ou de l'équipement. Et ça, c'est essentiel. Hein. Aujourd'hui, vous mettez une start-up sur un bâtiment, elle peut venir avec tout le génie qui est là. Vous avez 9,9 chances sur 10 qu'il ne puisse pas développer son application parce qu'il n'a pas accès aux bonnes données dans le bâtiment. Là, on est simplement en train de lui donner accès aux données au bâtiment. C'est-à-dire que le 9,9, il passe à « je te donne la possibilité de », ce qui change. Donc le mot-clé, c'est les API, c'est le système d'interface informatique, voilà, qui est un standard en informatique. Vous évoquiez avant revenir brièvement sur le BOSS. Oui. Ça m'intéresserait bien. Avec deux questions derrière ça. C'est est-ce qu'il y a déjà des BOSS matures aujourd'hui ? Parce que c'est quand même, à un moment, je m'étais renseigné quelque chose d'assez nouveau et de complexe. Et vous évoquiez, dans le cadre d'une difficulté avec l'exploitant, la possibilité de changer d'exploitant. Est-ce qu'il est possible de changer de boss ? Ou est-ce qu'on est vraiment, après, tenu, parce que dans un système tout numérique, par le système ? À votre première question, je réponds oui, il existe des boss qui ont une certaine maturité. Alors, la maturité dans le digital, elle est somme toute récente. Crédit Agricole, ils ont fait le choix de mettre en place un boss. Quand le bâtiment va être livré, la maturité du boss du Crédit Agricole ne sera pas celle du campus On-Dijon. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la maturité du boss qu'on a mis en place sur ce bâtiment-là, je peux vous dire que pour moi, elle fait pas débat. Elle est déjà d'une grande maturité, et on voit plein d'acteurs qui sont en train de se mettre sur ce sujet-là. On est en train de faire bousculer le monde du bâtiment grâce à ça. Premier élément. Et deuxième question, est-ce qu'on peut inverser ? Dans l'absolu, oui. Dans les faits, on met un point qui est un point effectivement qui devient tactique, névralgique, mais on peut le faire parce qu'encore une fois, l'infrastructure R2S fait en sorte que j'ai déjà la capacité de dire ce boss me plaît pas, je le change demain. Voilà. Alors, je dis pas que ça va se faire comme ça, mais on n'est absolument pas dans quelque chose qui est irréversible. Et ça, c'est important. Juste un point de complément. Les boss utilisent des technologies informatiques qui sont complètement matures. Hein. Ouais. L'informatique, c'est une discipline qui est très mature avec beaucoup de technologies. Ce sont des assemblées de technologies de middleware pour fabriquer un ensemble qui est dédié au bâtiment. Mais oui, c'est mature. Alors maintenant, les éditeurs de boss, ils sont matures si on est mature à 3-4 ans. Voilà, ce sont des entreprises récentes. Ce
qui manque surtout aujourd'hui, c'est le choix, mais ça va exploser dans les années qui viennent. Donc je suis pas craintif. Hein. Est-ce que dans ce cas-là, vous stockez toute la donnée sur site, sur des serveurs, ou ça part sur des modes SaaS? Après, il n'y a pas de stratégie. C'est la stratégie. Une banque va avoir une autre stratégie qu'un campus ou on est en train de faire aujourd'hui la cité administrative de Toulouse. Bon, c'est d'autres règles du jeu. Ce qu'il y a de sûr, c'est que localement, on pense qu'il faut une capacité de résilience locale, c'est indispensable, hein, au même titre que aujourd'hui dans la régulation terminale de cette salle, si je coupe le réseau qui remonte certaines données sur la GTB, la régulation elle continue à marcher. Là de la même manière on doit pouvoir continuer. En fait il faut que les fonctions régaliennes elles puissent subsister. Il faut avoir une capacité suffisante. Voilà. Et puis souvent on est sur des besoins qui peuvent être des besoins aussi de temps réel local, en particulier quand on va aller sur des sujets qui sont de type de l'énergie, du pilotage énergétique, ça peut demander voilà. Donc après, c'est selon les choix et les stratégies. Il est 15h, je vais devoir prendre la dernière question. Désolé Christian. Une dernière question. Mais bon, on sera à votre disposition off pour répondre. Le Crédit Agricole, donc on avait un développement R2S 2 étoiles. Là, sur Dijon, on a un RDS 3 étoiles. Quelle est la différence entre les deux? Alors, bonne question. 1 minute pour répondre. Hein. R2S, c'est 52 critères. C'est 52 critères qui font que je vais plus ou moins loin dans les curseurs. Vous pouvez avoir des critères qui sont des critères de résilience informatique, résilience des réseaux, ou je veux un groupe électrogène. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut regarder... Un R2S 2 étoiles n'est pas foncièrement plus mauvais qu'un R2S 3 étoiles. C'est qu'on a mis l'accent sur certains sujets bien spécifiques parce qu'on a une politique particulière sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, mais je peux pas. Il y a 52 critères, il faudrait qu'on les regarde dans le détail. Et après, c'est au choix du maître d'ouvrage et de son AMO aussi pour identifier ce qu'on veut faire. Voilà. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est, comme on est un peu des explorateurs sur ce type de projet, c'est de pousser les bouchons le plus loin possible pour voir jusqu'où on peut aller et voir si on n'était pas dans de l'utopie. Voilà. Ma réponse, c'est on n'est pas dans de l'utopie. Et le Crédit Agricole, vous verrez, je pense qu'il sera capable d'aller au 2 et il sera aux portes du 3 aussi demain, je pense. Et à la limite, c'est pas ça le débat. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une conception qui, globalement, ait mis l'accent sur les bons sujets. Merci Christian, merci Monsieur Maire, merci à vous de votre intérêt pour ces sujets. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.